Épisode un peu freestyle aujourd'hui, on plonge dans ce qu'on pense pour le rematch entre Cyril Gane et Thomas Spinal en mode game plan. On discute de l'annonce d'hier soir pour le PFL avec l'opposition entre Patrick Abirora et Kevin Jousset. Et on finit avec une rapide preview de l'incroyable UFC de ce week-end, juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Alors Brian, si ça te va, j'aimerais juste remettre vite fait l'église au milieu du village par rapport à toute la situation Aspinall-Gane, parce que je comprends, les gens sont dans l'émotion, du coup ça écrit très fort sur ça tabasse le clavier pour commenter ce qu'on pense, et ça manque énormément de nuances. Même dans nos commentaires, chez nous, il y avait des insultes, du manque de respect, des gens qui étaient persuadés que c'était une simulation, d'autres personnes qui étaient persuadées que non, il n'a pas pris la porte de sortie. Et au final, je trouve que c'est important de pouvoir peut-être remettre l'église au milieu du visage en 4 points. Donc pour moi, le premier point, et tu me diras si tu es d'accord avec ça, c'est que c'est impossible de réellement savoir l'impact de l'eye poke. C'est impossible. Tant qu'on n'a pas un rapport médical qui est clair, net, en disant il a vraiment une déchirure de la cornée ou un truc comme ça, on peut pas dire... Il y a déjà des retours médicaux. Bon, déjà, je suis pas d'accord sur le premier point. Ça va. Mais il y a déjà les retours médicaux. Hein. Ouais, enfin, c'est dans ces vidéos, tu vois, encore une fois, c'est... Bah oui, mais dans ces vidéos, ils pas disent qu'il y a rien. Oui. Ils disent qu'il y a rien, mais qu'il y a des scans supplémentaires. Des scans supplémentaires. Ouais, si tu veux. Ouais, ok. Voilà. Donc, on est encore dans le point d'interrogation. Moi, je préfère prendre des pincettes, tu vois, parce que je me dis... Oui, prends des pincettes. On va dire qu'il y a rien, parce que les médecins ont dit il y a rien, et puis il y a un scan supplémentaire, il y a vraiment quelque chose, et puis on est un peu là. Donc, pour moi, on est encore dans un truc d'incertitude. Et je vais quand même revenir sur ce premier point après. Le deuxième point... je pense en fait, ce qu'il faudrait, c'est une petite cote Unibet, tu vois. Y a-t-il quelque chose sur l'œil d'Aspinal? Oui, non, et on met la cote, tu vois. C'est quoi? Eh ben, c'était tellement, tu vois, dans les commentaires, c'est tellement parti dans tous les sens que j'ai failli faire un sondage juste pour voir la proportion de gens qui pensent que c'est une porte de sortie, la proportion de gens qui sont persuadés que non, il a vraiment quelque chose, et la proportion de gens qui sont en mode, je sais pas, tu vois. Donc, donc ça c'était le premier point. Voilà. On sait pas. On attend le scan définitif qui sera fait en Angleterre. Important. Et en fait, et ça c'est vrai, hein, parce que j'irai encore plus loin, c'est que un scan c'est bien, mais pour moi normalement tu dois faire une contre-expertise si tu veux vraiment la réalité, parce qu'effectivement lui il peut manipuler ça comme il veut. Il peut appeler un pote qui est pas médecin, lui mettre une blouse, prendre le scan de, je sais pas moi, de Belal après son combat contre Leon Edwards et dire voilà, j'ai la cornée complètement pétée, tu vois. Ouais. Aujourd'hui on peut tout faire avec les réseaux. Je pense que l'UFC fera appel que à ses médecins et à ses résultats. En tout cas, pour elle, je pense qu'elle doit faire ça. Ouais, mais c'est ça, contre-expertise, quoi, quelqu'un de vraiment neutre par rapport à la situation. Par contre, il y a un deuxième point dont on n'a pas vraiment discuté, je trouvais ça important parce que j'ai vu pas mal de comparaisons et même à l'international, il y a eu cette comparaison entre Benoît Saint-Denis qui savait plus ouvrir son œil et qui voulait continuer le combat, et Benoît Saint-Denis n'est pas le seul exemple, on a eu Donald Cerrone aussi qui s'est retrouvé dans ce genre de situation, et pas mal de combattants qui, voilà, un œil complètement fermé, qui veulent continuer le combat, versus Thomas Spinal qui veut pas continuer le combat alors que, l'œil potentiellement était fermé ou ouvrable. Pour moi, il y a une différence quand même. C'est que Benoît, s'il arrête parce qu'il a l'œil fermé, il perd par TKO. Ici, t'as Thomas Spinal, s'il arrête, c'est un DQ, c'est un NC, donc un no contest. Et il y a quand même un truc sur lequel je peux entendre, c'est si réellement tu te sens endommagé et tu te sens réduit suite à une action illégale de ton adversaire, c'est en quelque sorte injuste de continuer le combat, parce qu'en fait, tu donnes un avantage à ton adversaire qu'il ne mérite pas. Donc, voilà, les comparaisons, voilà. Ah oui. Voilà. Donc là-dessus, c'est le seul argument qui est entendable sur le fait qu'il a arrêté le combat parce que il se sentait diminué, même ne serait-ce que d'1%. Maintenant, enfin voilà, j'entends que ce soit un sport et tout, mais voilà, tout le truc qui fait autour, c'est beaucoup trop. Dire il aurait dû te disqualifier, les doigts dans les yeux. Moi, j'ai revu le combat. J'ai revu le combat 2 fois. Lui aussi va mettre des doigts dans les yeux. Lui aussi, il est comme ça avec ses doigts. Hein. C'est une réalité. Il y a des combattants qui viennent dire
Moi, je mets jamais les doigts dans les yeux. Moi, les gars, ça arrivera, ça arrivera. Je personnellement, je gueule sur mes élèves. Je fais très attention à placer mes mains correctement. Ça m'est déjà arrivé de mettre un doigt dans l'œil à l'entraînement. Ça, c'est logique, quoi. On a les mains qui et c'est pas toi qui le mets, c'est lui qui va mettre son doigt dedans. Tu vois ce que je veux dire? Sa tête, enfin, son œil vers ton doigt. Ouais, ça arrive. Oui, donc Mais c'est ça. À moins que tu sois un combattant qui ait les poings fermés 100% des 5 minutes de chaque round. C'est de la boxe anglaise, ça. Ça va arriver. Voilà. Tu peux pas avoir les mains fermées, tu peux pas grappler, tu peux pas, non, ouais. c'est pas possible. Tu peux pas attraper quelque chose avec tout le temps les mains fermées. Mais, oui. Donc ça, ouais, c'est voilà. donc, effectivement, s'il est diminué, il a pris la porte de sortie parce qu'il n'était pas à 100%. Mais il a pris, oui, on est toujours, mais il faut arrêter de dire il a pas pris la porte de sortie. Il y avait une porte de sortie, possible parce qu'il était diminué, il l'a pris, oui. Ouais, et d'ailleurs, pour aller plus loin là-dedans, l'argument de on est des combattants, on cherche pas la porte de sortie, je suis pas du tout d'accord, tu vois Non, juste prendre, oui, alors, déjà, encore une fois, j'interprète et je spécule la situation, mais on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Il y a un mélange total des paroles et des intentions de parole de certaines personnes qui transforment prendre une porte de sortie à avoir peur de combattre. Personne n'a dit que Aspinall avait peur de Cyril Gane. Prendre une porte de sortie, il n'y a pas plus clair que comme terme. Si tu veux mettre des intentions sur ce que disaient les gens, c'est autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle comment on appelle ça? Procès d'intention. Un procès d'intention, voilà. Il n'y a pas de procès d'intention, ça s'appelle une porte de sortie. Tu es légèrement blessé ou tu penses que le combat va pas en ta faveur, tu prends une porte de sortie. Tout à ton honneur si tu veux. Si vous pensez que pour être champion, il faut être à 100% pour combattre, etc. Et que si c'est pas, on combat pas, on annule et tout. Pourquoi pas? Mais il faut accepter qu'il y a des gens qui pensent que pour être champion, il faut aussi combattre légèrement diminué, que tu es capable de battre même des gars quand tu as fait ta soirée jusqu'à 5 heures du mat, comme Jones par exemple, tu vois. Ouais, ça c'est un... Voilà, c'est une position mais que tu prends. Ça peut pas être reproché aux gens de dire, non, moi je pense qu'un champion, il est pas obligé de combattre à 100%. Parce que tu peux pas passer ton temps à dire les combattants sont jamais à 100% dans la cage et défendre un gars qui, une fois qu'il est pas à 100%, refuse de combattre, tu vois. Voilà. De fait. Faut rester mesuré là-dessus. Alors, le troisième point qui me semble aussi très important, parce que il y a quand même des gens qui nous sont tombés dessus en disant, vous attaquez à la victime. Alors que s'ils avaient, mais je pense qu'ils ont commenté trop vite, tu vois. Genre les mecs, ils ont écouté les 3 premières minutes, ils ont commenté, ils ont quitté la vidéo. On a bel et bien tous les deux dit. Vous vous attaquez à la victime avec un petit tasse de thé, c'est ça? Non mais on le dit littéralement, genre 3 minutes plus tard dans la vidéo, dans le récap de dimanche. Gane est responsable. Et c'est un point qui est important. Gane est responsable de cette IPOC. Et tu l'as très bien dit, Thomas Aspinall aussi, il a les doigts ouverts. Quasi tous les combattants, à un moment de leur combat, leurs doigts sont ouverts et il y a un risque de l'IPOC. Donc, c'est quelque chose que beaucoup de combattants font. Gane est responsable. Gane est responsable de cette action-là. C'est la responsabilité quand c'est non intentionnel, toute proportion gardée, c'est un sport de combat où des fautes non intentionnelles peuvent arriver. Un coup derrière la tête, des coups dans les parties, des doigts dans les yeux, c'est des choses que tout combattant peut être amené à faire sans faire exprès, parce qu'il y a un mauvais placement. On l'a vu avec Cyril avec Jones, le premier coup qu'il met, il vise la jambe, mais Jones avant se met de profil, prend dans les parties. Est-ce qu'on va dire Cyril il est responsable? Enfin voilà, tu vois. Donc ouais, pour moi c'est des choses qui font partie du combat, qui seront pas possibles d'enlever clairement. Ça, je sais plus quel combattant en a parlé. C'est quelque chose que on doit accepter. Donc il y a des combattants qui ne font aucun effort, ça ils doivent être sanctionnés. Il doit y avoir l'arbitre qui rappelle les bonnes manières de combattre. T'en as qui font pas d'efforts, ils mettent pas d'IPOC, et il y en a qui font des efforts et qui en mettent, tu vois. Ouais. Mais bon, arrête de dire il est responsable, ça suffit quoi. Il a une part de responsabilité, c'est sûr. Après, bien sûr, l'arbitre en a aussi parce qu'il fait pas d'avertissement avant. Mais dire on s'en prend à la victime, faut arrêter. C'est trop quoi. Enfin voilà, bientôt ça sera. Enfin sur le combat, ça se trouve 2 minutes après, ça aurait été Cyril qui aurait été victime d'un doigt dans l'œil, tu vois. Donc on va faire quoi? Bon, non, là, là-dessus, le vrai débat, c'est
Est-ce qu'il a pris une porte de sortie parce qu'il sentait que c'était compliqué et qu'il voulait être à 100%? Oui, sûrement. Clairement, il voulait rester à 100%. Est-ce que nous, on a le droit de dire, bah, franchement, faut arrêter, c'est un combat, tu peux jamais être à 100%, sinon, bah, tous les combats, le moindre coup dans les parties, le combat, il s'arrête, tu vois. Ça reste, on nous répète suffisamment que c'est un business aussi. Donc, tu combats pas juste pour être à 100%, faire ton combat parfait. Tu combats aussi pour le public, les gens qui payent, tu vois. Donc, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, dire c'est un sport, mais en fait, c'est pas un sport. Non, enfin, je sais pas. C'est un sport, mais c'est pas un sport. Non, mais c'est un sport, oui, mais faut pas oublier que c'est un business. Et puis, non, bah, attends. Pour moi, Thomas Spinal, c'est pas forcément le meilleur move, hein. Clairement pas. Alors oui, il va combattre. Pour défendre, enfin pour maintenir sa ceinture. Encore une fois, si on part du principe qu'il pouvait continuer et qu'il a décidé de ne pas continuer parce que dans sa tête, il s'est dit ça se passe pas bien pour moi et j'ai pas envie de continuer le combat en étant 5% diminué, 10% diminué, 50% diminué. Encore une fois, on s'est pas estimé à quel point il y avait un impact sur ce moment-là. Mais voilà, d'un point de vue, mon objectif, c'est de conserver ce titre. Ouais, mais c'est un bon move alors. Stratégiquement, pour lui, c'est pas un si mauvais move par rapport à l'avis des fans. Ça vient vraiment en secondaire, tu vois. Ouais. On verra. On verra sur la revanche. S'il gagne sa revanche, oui, alors ça sera un bon move. On aura vite oublié ce doigt dans l'œil. Mais là, en tout cas, sur les réseaux, pour lui, c'est compliqué, je trouve. Bah, il y a quand même pas mal de gens qui prennent sa défense. C'est vraiment mitigé. Encore une fois, on est dans une situation où il y a beaucoup qui tombent sur Aspinall, beaucoup qui tombent contre Aspinall, beaucoup Moi, qui j'ai tombent. vu des Anglais d'un côté et puis de l'autre côté ceux qui veulent pas aller dans le sens de tout le monde, tu vois. Tu aurais pu on serait tous côté Aspinall, eux ils seraient de l'autre côté, tu vois. Enfin, il y a pas réellement de colonne vertébrale chez certains, hein. C'est en fonction je veux me différencier des autres, tu vois. Enfin, et dernier point, donc voilà, pour moi, Gann a une responsabilité. Ça n'empêche. On en a parlé, t'en as parlé. Voilà, à un moment, tu dois avoir tes points fermés. Moi, il faut pas le plus longtemps ça à possible. chaque fois. Okay. Oh non. Et le quatrième point, c'est dommage pour Gann qui était très bien parti dans le combat. Ouais. Donc c'est un peu, voilà, mon résumé, c'est vraiment à l'heure actuelle encore impossible de savoir réellement l'impact de cet iPoke. Si il est endommagé, on peut entendre la porte de sortie. On peut entendre la raison derrière la porte de sortie du côté de Aspinall parce qu'il n'était pas très, enfin. S'il n'est pas endommagé. Voilà. S'il n'est pas endommagé, on peut entendre la porte de sortie. Gann est tout de même responsable de ce qu'il fait avec ses doigts dans un combat. T'en avais parlé, hein, la main en cuillère, ce genre de choses. Et ça reste dommage pour Gann parce qu'il était bien parti dans le combat. Voilà. Je pense que ça résume assez bien et que à partir de là, ça apporte un peu de nuance au débat. Ouais. J'ai réussi à être sceptique malgré un travail énormissime en amont pour essayer de lisser les angles chez tout le monde, tu vois. Ouais, voilà. Bah, dans tous les cas, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ce qui va se passer après, bien évidemment. Voilà. Enfin non, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit en commentaire, et ça c'était vrai, c'est pourquoi tu dis revanche? Parce qu'il n'y a pas un gagnant ni un perdant, donc il y a personne qui doit prendre sa revanche. C'est un rematch. C'est un rematch. Techniquement. Et par contre, on a dit aussi qu'on essayait de pas parler trop anglais, mais il n'y a pas de traduction française pour un deuxième. Le deuxième épisode entre Cyril Gann et Tom Aspinall. Par où commencer? Donc un match retour. Un match retour, pas mal ça. Le retour de Gann contre Aspinall. Donc la base de la base. On en a déjà parlé dimanche et je pense que j'ai revu ce combat. Je suis allé revoir aussi un peu les anciens combats de Aspinall et les deux défaites de Cyril Gann. Je pense que l'élément central qui manquait sur ces 4 minutes et des poussières à Tom Aspinall, c'était vraiment le cadrage. Sa capacité à cadrer Cyril. Ouais. Je sais pas, parce que je trouve que Jones, il a imposé une certaine prestance contre Gann, qui a mis Gann dans un mode un peu je me sens asphyxié et je fais une erreur en partant sur mon bras arrière et en marchant avec mon bras arrière et ça expose mon dos. Donc il y a un peu ce côté prestance que Jones a mis contre Gann, qui a poussé Gann à l'erreur, qui a laissé la porte ouverte vers la lutte. Et Francis Ngannou, c'est un peu ça aussi. Francis Ngannou, il est vraiment parvenu à mettre Cyril Gann sur son pied arrière à partir du 3e round et dès qu'il a eu l'opportunité de pouvoir lutter, il y est parvenu. Et donc je pense, en résumant tout ça, je pense que Cyril Gann a vraiment une très bonne lutte défensive et que les erreurs contre Ngannou et contre Jones viennent plutôt de son striking que de sa lutte défensive.
Attends, j'ai... Dis donc, ton nouvel endroit, là, il y a plus de police qui passe. Hein. Mais donc, tout ça pour dire, Cyril Gane, j'avais donné cette stat, je pense, avant son combat contre Jones. Malgré que ce soit un excellent striker et que normalement ses adversaires, dans leur stratégie, devraient venir en mode « il faut que je lutte ce gars », les tentatives de takedown sur Gane étaient relativement faibles. Et la raison pour laquelle les tentatives de takedown sur Gane étaient faibles, c'est pas parce que ses adversaires sont débiles. C'est parce que ses déplacements, la distance qu'il impose, son système anti-lutte était efficace. Et donc, quand tu combats contre lui, tu es là, je devrais le lutter, mais je trouve pas mon ouverture, je trouve pas mon angle, je trouve pas ma distance, je trouve pas ma lutte réactive. Par contre, quand tu arrives à le mettre un peu sur son pied arrière, quand tu arrives à le mettre dans une situation asphyxiante, c'est là où il va faire une erreur dans son système anti-lutte qui va créer une ouverture pour rentrer sur ses hanches et puis voilà, les meilleurs lutteurs vont réussir à l'amener sur son dos. Écoute, je te rejoins sur le cadrage. Par contre, j'ai pas du tout enfin la même lecture entre guillemets. Si on se rappelle sur le combat contre Jones, il y a un moment donné, on a Gane qui envoie un low kick jambe avant, donc on est en garde ouverte, et Jones qui ramasse et envoie une droite directement avec une belle allonge, tu vois, parce qu'il a une belle allonge. Tu vois. Il prend cette jambe et il envoie la droite et qui touche et qui perturbe un petit peu Cyril. Aspinall a tenté la même, hein. A tenté la même. Sauf que le bras était beaucoup plus court, tu vois, donc il a pas touché. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Ensuite, je pense sincèrement qu'il espérait, qu'il attendait que Cyril envoie ce bras arrière. Et si vous regardez, hein, je vous en avais parlé des vidéos de sparring qu'a partagé Aspinall glissait très très bien sous les coups, surengagé. Et ça, c'est une adaptation, je pense qu'il n'était pas prêt, c'est que Gane n'a rien surengagé. Il a envoyé que du jab au corps, il a envoyé que du jab à la tête, etc. Je pense pas qu'il y a eu un coude. Si, il y a un direct, c'est celui qui fait saigner du nez. Non, le direct, c'est un jab hein, qui pète le nez et sur le compte, c'est l'avant-bras. Si tu regardes, c'est pas un direct, hein, c'est vraiment il est plié et il est quasi en mode coude. C'est un bras arrière. Mais c'est pas celui-là qui pète le nez, hein. C'est pas une séquence où il y a une collision. C'est le jab, hein. Où ça commence à couler, c'est après un jab, hein. Ok. Moi, j'avais entendu que c'était le bras arrière en collision. Donc, effectivement, j'ai vu ce bras arrière, mais qui ressemble quasi à un bras arrière coude, tu vois. C'est vraiment, il est très, très plié. Ouais, très serré. Il est très serré, très plié. Carwin Gonzaga, quoi. Donc, il n'y a pas de surengagement où la tête passe sur le côté, tu vois. Donc, voilà, il part et il a son bras qui peut venir pour bloquer comme un frame ou comme un coude, mais c'est pas à ce moment-là. Effectivement, ça percute, mais en tout cas, moi, quand j'ai regardé à nouveau, c'est parce que j'ai entendu le jab, le truc, et c'est après un jab, et là, ça commence à couler. En fait, moi, de ce dont je me souviens, j'ai pas vraiment porté attention à ça, mais après ce bras arrière, avant-bras arrière, frame, voilà, il a frappé avec un frame, on va appeler ça comme ça. Ouais. Pour moi, le nez commence à couler. Et sur le jab dont tu parles, là, il y a le sang qui était là, qui a fait une petite trace, et là, ça commence à bien se voir, tu vois, une demi-moustache de sang, tu vois. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Et donc, le jab auquel tu fais référence, je vois très bien lequel c'est, et c'est là où tu vois vraiment beaucoup de sang. Mais avant ça, il y avait déjà un peu En tout cas, moi, c'est le jab qui m'a le plus, enfin, je pense, aux yeux des juges, je pense que c'est celui qui a le plus aussi marqué, notamment grâce au sang. Bref, dans tous les cas, donc, il y a plus de surengagement. Et le seul moment où il envoie du côté arrière, donc c'est ça, qui ressemble presque à un frame, une distance, et c'est le moment où il envoie cette jambe et après il met ses mains. Donc il envoie le kick, il est pas à distance et il met sa main pour mettre de la distance tout simplement, et c'est là où il y a le doigt. Donc pour moi ça c'est une grosse différence, c'est qu'il ne surengage pas avec son bras arrière. Ouais. Il n'utilise que son bras avant. Et la seule entrée que Aspinall tente, c'est la single leg, qui est pour moi une des plus simples, des plus accessibles quand on est en garde ouverte. Donc il y a juste à se baisser, ramasser. Mais par contre, on a une excellente défense de Cyril, un début donc il remonte Aspinall, qui va sur un body lock, il met ses hanches le plus loin possible et il part en latéral pour pouvoir sortir, tu vois. Donc les réflexes sont bons. Donc les réflexes sont très très bons. Mais effectivement, ouais, il y a un problème de cadrage, mais je pense sincèrement que le problème de cadrage n'est
pas tant lié au fait qu'il n'a pas pensé à cadrer, mais au fait qu'il espérait qu'il y ait un surengagement de la part de Gann, parce que ça arrivait quand même assez régulièrement. Ok, donc on s'aligne sur le problème de cadrage et ton interprétation de la situation, c'est que la préparation d'Aspinall était plus en mode je vais attendre une porte ouverte de Cyril Gann. Cyril Gann, à un moment, donc on va surengager, je vais en profiter. Plutôt que je vais pousser cette erreur. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. Contre Gann, tu dois essayer de le cadrer, l'asphyxier, et dans la situation de stress, il risque de faire une erreur, et c'est à ce moment-là qu'il va peut-être revenir sur ses instincts de surengager. Et c'est là où tu as une porte ouverte vers le lutter. Ouais, tout à fait. Donc c'est comme ça que oui, je perçois. Pour le game plan numéro 2, pour un match retour, c'est quoi la structure là de l'épisode? On fait comment en fait? T'avais préparé comme d'habitude, force et faiblesse. Parce que pour moi, on avait fait une analyse en long et en large avec force, faiblesse, blablabla. Donc pour moi, ici, c'est plus, on s'oriente sur les ajustements stratégiques d'un côté comme de l'autre pour une revanche. Je sais pas si après, si tu veux balancer quelque chose en plus. Ouais, moi j'ai mis, alors je vous dis comment j'ai procédé pour réfléchir à ça. J'ai mis ce qu'a mis en place Aspinall, ce qu'a mis en place Gann sur ces 4 minutes, ce qu'ils devraient mettre en place pour leur préparation. Ok. Parce que je pense qu'il y a des points importants sur la préparation. Et après, j'ai mis d'un côté plutôt adaptation, game plan en dernier point. Parfait. Bah, écoute, je préfère ta structure parce que ça fait vraiment, ok, c'est un peu le classique quand t'es coach ou même en entreprise, c'est où est-ce qu'on est maintenant, où est-ce qu'on veut être. Le où est-ce qu'on veut être, c'est l'un comme l'autre veut gagner, et qu'est-ce qu'on doit faire d'un côté comme de l'autre pour gagner. Donc c'est les ajustements stratégiques et la préparation au deuxième combat. Ouais. Donc commençons par la base du coup. Qu'est-ce qui a été mis en place du côté Aspinall dans ce combat? Tu viens d'en parler. Il s'était préparé à un surengagement de Gann pour profiter de ce surengagement. Et peut-être qu'il n'avait pas de plan B, et c'est aussi pour ça qu'on l'a senti peut-être un peu en dehors de son combat. Il y a pas ça par contre, il y a un genre de consensus. C'est rare. La plupart des gens disaient j'ai pas l'impression qu'il était à 100% Aspinall dans ce combat. Et c'est peut-être pour ça. C'est peut-être parce qu'il était préparé à quelque chose et en fait il a mal évalué comment Cyril Gann allait venir dans ce combat, et par conséquent il est un peu en mode faut que je dois improviser. Et quand tu dois improviser, t'es moins fort. On va en parler, mais je pense sincèrement qu'effectivement, il est préparé à ce que ça se passe bien pour lui. Et là, ça s'est pas passé comme ça se passe d'habitude. Donc, pour Aspinall, moi, j'ai noté que il est arrivé dans son game plan, il a mis de la pression, il a cherché de l'anglaise, il a sorti quand même des kicks aussi, il a tenté des blitz, donc des grandes avancées, il a tenté une saisie de kick, un petit peu comme Jones a fait, et il a, pour essayer de mettre au sol, utilisé une entrée en single leg. Il était souvent à manque de distance, donc on a vu que ses frappes, il manquait d'allonge, clairement. Il a eu des échecs donc sur sa tentative de mise au sol, sur sa saisie de kick, où il a essayé d'envoyer le droit, il était trop loin. Sur tout ce qu'il envoyait, alors ça c'est vraiment un truc. Donc on a quelqu'un qui déplace sur la gauche, et il envoyait beaucoup avec son bras arrière, et donc ça allait pas, ou avec ses kicks tout simplement, kick du droit, et donc c'est absorbé par le déplacement. Et alors il a adapté en cherchant les crochets, mais on avait quand même un Cyril qui était capable de tourner la tête au dernier moment pour pouvoir absorber toutes ses frappes. Ouais, ou même esquiver simplement. Ou esquiver tout simplement. Effectivement, dans les points faibles, tu l'as noté, il n'a pas été capable de recadrer derrière. Donc Cyril avait vraiment facile à sortir sur sa propre droite, donc sur la gauche d'Aspinall. Voilà, il peut faire plusieurs tours entre guillemets, sans aucun problème. Et je pense aussi que à un moment donné, il commençait un peu à se faire aspirer par Cyril. Ouais, j'avais aussi cette impression sur la dernière minute du combat que on avait un Aspinall qui réagissait au déplacement de Gann et pas l'inverse. Voilà. Et clairement, c'est l'inverse que Aspinall, à mon avis, voulait chercher, ou devait chercher en tout cas. Devra chercher, ça c'est sûr. Donc ça, c'est du côté d'Aspinall. Je sais pas si tu as d'autres points que tu voulais noter sur ce premier round. Non, et puis je pense qu'il restait un peu lui-même. Tu vois, dans l'épisode de jeudi, on avait parlé des fake entries qui avaient été analysés par Jack Slack, et clairement, il travaillait sur ça. Mais pour moi, Gann réagissait bien. J'avais dit, Gann, pour moi, c'est pas un contreur spécialement. Et donc, quelqu'un qui fait des fake entries face à quelqu'un dont le système défensif prioritaire s'est désengagé,
À moins que tu cadres avant, tes fake entries, elles vont servir à rien parce que l'autre, il va désengager et puis il va récupérer un peu d'espace avec des déplacements. Donc voilà, il y avait aussi le côté Aspinal fait du Aspinal, sauf que contre Gann, ça fonctionne un peu moins. Exactement. Faut quand même qu'on souligne qu'il a commencé à regarder à un moment donné le temps, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a quelqu'un qui a mis un screenshot que genre il restait 2 minutes 33 et il a regardé le temps. Ouais. Donc ça, il faut le noter quand même dans les points faibles. Du côté de Gann, moi je trouve qu'il est arrivé, il a aussi mis la pression. Hein, c'est arrivé, il a pas commencé à checker et reculer. Il a mis la pression, engauché, large sur ses appuis, beaucoup plus large que d'habitude. Je sais pas si vous avez remarqué, mais normalement il est plus sur la pointe des pieds. Là, je l'ai trouvé beaucoup plus large. Donc je trouvais ça très intéressant, notamment parce qu'il était là pour utiliser son jab. Et il a travaillé énormément avec son jab au corps. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé très très bon. C'est vrai que ça passe beaucoup. Hein. Ouais, je sais pas ce qui se passe. T'as déménagé dans un quartier un peu chaud là. Du tout. Je suis. Attends. Je sais même pas si je vais combler ça, mais on s'excuse. On là, s'excuse. bon. Voilà, on n'a pas le contrôle de ce qui se passe. Je suis dans un quartier très tranquille, mais j'ai un hôpital pas loin. C'est ça le problème. Et à chaque fois que je déménage, je suis à côté d'un hôpital. Ok. Ah ouais. Donc avant aussi, j'avais les ambulances qui passaient. Donc où est-ce que j'en étais? Ouais. Donc gaucher, le travail au corps, très très bon. Le désengagement, les stop kicks. Donc il vient placer ses stop kicks, il vient kicker. Il a vite corrigé parce qu'il est parti sur les low kicks à l'extérieur et puis il y a une première saisie. Les stop kicks étaient bons parce que à longue distance, mais aussi au moment où Aspinal rentrait, il était capable de le placer. Donc ça c'est très très inquiétant pour un combattant qui veut rentrer pour boxer. Et alors qu'est-ce que j'ai noté? Qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, le jab au corps, il est remonté. Alors, ouais, moi, ça m'intéressait beaucoup de voir comment il allait développer un peu son jab au corps. Après, il est remonté sur la fin avec les jabs à la tête, tout simplement. Il a bien percuté le nez. Mais j'aurais voulu savoir si c'était pour prévoir, parce qu'on commençait à avoir des mains qui descendaient, décrocher avant. Alors, j'ai trouvé très bon dans sa défense. Voilà, je pense qu'il y a rien à dire. Beaucoup ont parlé qu'il était dans la zone, tu vois, qu'il était dans le flow plutôt. Ouais. En flow state, donc qui était dans le flow. J'ai l'impression qu'il commençait à y entrer. Je suis pas sûr qu'il y était encore, mais effectivement, pour moi, il commençait à y entrer progressivement. Ouais, en tout cas, clairement, moi je le sentais très à l'aise. Ma femme qui regardait le combat avec moi, elle rigolait en mode, parce que ça fait longtemps qu'elle a plus vu du MMA, elle fait, mais il danse, il arrête pas de danser. Mais tu vois, ça paraît bête, mais ce genre de réflexion d'un œil un peu plus novice, c'est genre ouais, il est à l'aise, tu vois, genre de déplacement comme ça un peu léger, fluide et tout ça chez les poids lourds. Quand t'es comme ça, c'est que t'as assez confiance en ce qui est en train de se passer. Parce qu'il l'a pas fait sur la première minute, il a commencé à le faire après 90 secondes de combat, je pense. Et voilà. Et donc le dernier élément que moi je rajouterais, c'est, j'en avais parlé aussi, c'est la conscience de l'espace. Il savait que dès qu'il se rapprochait un tout petit peu de la cage, il devait pas attendre d'avoir vraiment son pied arrière qui touche la cage pour réagir. Oh mince, je suis coincé. Il était très proactif sur, ok, là, il commence à me rapprocher de la cage. Hop, priorité de déplacement, une petite feinte, ça crée de l'espace, je reprends le centre ou je reprends de l'espace derrière moi. Et ça paraît bête, mais pour moi, c'est un élément très important dans ce genre de combat. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà un petit peu sur le retour. Maintenant, je pense qu'on peut parler. Voilà, il va y avoir un combat retour. Je pense que ça va arriver vite. Hein. Je sais plus qui parlait de ça, mais qu'en gros, en fonction du temps de blessure, ça va être booké rapidement. Et le gars, il peut pas prendre 3 mois d'arrêt pour un doigt sur l'œil. Je pense que j'aime bien comment tu insistes sur l'œil, pas dans l'œil. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de dire qu'il a pris un doigt dans l'œil. Un doigt dans l'œil, on imagine tous que c'est sous la paupière. Oui, ça fait très très mal et oui, c'est très dérangeant, etc. Mais là, c'est sur l'œil. Faut dire les termes comme ils sont. Donc un doigt sur l'œil, ça peut faire mal, ça peut pousser. Peut-être qu'il est effectivement, comme tu l'as dit, on va attendre le scan pour voir l'arrière de son œil s'il y a quelque chose. S'il a pas été touché au nerf le plus long, au nerf optique, tu vois. J'aime bien. Mais voilà, mais en tout cas, où est-ce qu'on en était? La suite, je pense que ça va aller très vite et je pense que Aspinal, il faut arrêter. Moi, je suis son coach. Il y a 3 points sur lesquels je vais lui dire, on va devoir bosser. Ton cardio, mon ami, ton mental et ton game plan. Dans ce sens-là, je le fais. Ok. Alors, cardio, ok. Mental, ok. Game plan, comment?
Ouais. Alors, Ouais, on y arrive. je vais quand même définir. Cardio. Ouais. On peut pas dire que Cyril allait gagner d'office. On a vu plein de combats où ça commence bien et puis on est tous d'accord là-dessus. Il serait peut-être fait éteindre au deuxième. Il aurait peut-être perdu son 3, 4, 5 avec de la lutte, peu importe. Mais tu regardes au bout de 2 minutes ton temps. On a souligné que le deuxième round, donc Arlovski. contre Arlovski, ça commençait à être compliqué. On a des questionnements sur son truc. Tu regardes. Pour moi, il y a un problème de cardio. Depuis toujours. Pour moi, il y a voilà. clairement un problème de cardio. Je pense, je sais plus quel analyste a dit ça, mais tu peux pas être un vrai poids lourd parce que tu en avais parlé. Aspinal, c'est un vrai poids lourd. Il est imposant. Ouais. Tu peux pas être aussi imposant, aussi explosif, aussi puissant dans tes frappes et être aussi bon à la première minute de combat et à la 16e minute de combat. Non. Ouais, pour moi, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Donc, mais par contre, effectivement, tu peux faire en sorte que cette efficacité du premier cette efficacité enfin, ce côté dangereux de la première minute de combat se réplique le plus tard possible et s'arrête pas à la 4e. Exactement. Ou à la 6e. Donc, cardio, entendez bien qu'on va pas transformer son système cardiovasculaire en 4 semaines, 3 semaines ou 1 mois, tu vois. Donc, dans le cardio, j'entends aussi la gestion de l'énergie, hein, bien évidemment. Mais ça, pour moi, c'est primordial. Il doit rebosser là-dessus. Il doit bosser sur sa gestion d'énergie. Il doit se mettre plus dans le mal que ce qu'il nous a montré avec des partenaires d'entraînement où j'ai l'impression que c'est facile, il peut enchaîner 10 rounds. Oui, quand t'es au-dessus de tes partenaires d'entraînement, oui, tu peux faire 10 rounds avec eux. Mais c'est pour ça qu'à un moment, il faut de manière artificielle augmenter l'effort avec, on a déjà parlé, hein, des circuits, des exercices supplémentaires à côté pendant que ton partenaire se repose, quelque chose de cet ordre-là. Mais ça, pour moi, c'est le plus important. Ensuite, pour moi, le mental. Tu vas pas à un combat et t'as un petit truc qui va et tu trouves, tu vois ce que je veux dire. De sortie. Il y a un souci là. Il y a clairement un souci. Et alors, non, pas la porte de sortie. Mais je vais vous dire clairement ce que je pense. Je pense que c'est un fils à papa du sport de combat. Je pense que c'est un gars qui a toujours été le meilleur, qui a toujours été protégé à l'entraînement et qui, dans la difficulté, trouve des portes de sortie. Et je le sais parce que je suis papa et que j'ai un fils qui est à l'entraînement avec moi. Et je le sais parce que je connais plein de papas qui donnent cours à leur enfant et qui, voilà, il y a le plus difficile, je vais pas mettre mon fils avec, ça va être un peu trop compliqué, et tu changes et tu mets, etc. Ah, attends, oui, ok, parce que fils à papa, moi j'entends ça de manière différente, mais donc oui, ok. Fils à papa de sport de combat, c'est-à-dire oui, c'est ça, ça veut dire qu'il a été entraîné et encadré par son père, et d'ailleurs on le sent. Le plus fort du club, le plus sous les projecteurs. Si à un moment c'est difficile, bah hop, tu le mets avec quelqu'un d'un peu plus facile, etc. Jamais mis dans la difficulté. Pour moi, c'est une erreur qui existe beaucoup dans les sports de combat. Je me rappelle, paix sur son âme, mais Demir Kapou, je me rappelle plus son prénom, Denis, enfin, le père c'est Yilmaz et Yilmaz, qui avait mis son fils avec excellent kickboxer, hein, kickboxer de légende belge. Son fils est parti s'entraîner ailleurs, il s'est pas entraîné avec lui, et notamment parce que je pense sincèrement qu'il savait qu'il fallait mettre son fils ailleurs pour qu'il progresse. Il a fait un excellent combattant, Denis Demir Kapou, qui est exceptionnel. Ouais, il est exceptionnel. Ah. Donc, et il a un gros mental. Et il a un très très gros mental. On l'a vu dans son combat contre Peposhi. Peposhi. Voilà. Et le mental est là parce qu'il n'a pas été protégé. Il n'a pas été protégé. Et je pense sincèrement qu'il y a un travail à faire sur son mental, que ces années où il a été le meilleur de la salle, où il était dans sa zone de confort, là, il n'est pas dans une zone de confort. Il a quelqu'un qui lui tient tête. Et toute sa carrière, il a été dans une zone de confort. Il y en a un qui a parlé de ça, où il a abandonné sur une clé. Sur une clé, c'est un peu moins, mais sur la manière de. Je pense sincèrement qu'il doit travailler là-dessus. Mais en fait, je pense qu'il doit être mis à mal. Tu vois, quand je regarde sa défaite par clé talon contre Stuart Austin, je trouve qu'il tape très vite. Ouais, je trouve qu'il tape très très vite. Et en plus, genre, je crois qu'il est en monte, il est en train de mettre du grand and pound, il est en train de dominer. Stuart Austin, il part sur la grande classique clé de talon à partir de là, et ça tape très vite. Hein. Ouais. Non. Donc c'est pour ça. Alors il y a rien de définitif. Hein. Je crois beaucoup dans la préparation mentale et je suis persuadé qu'il doit faire une vraie préparation là-dessus. Je suis persuadé qu'il doit que son coin doit se dire non, tu peux pas
Ok, t'es pas à 100%, mais c'est au coach de dire t'es pas à 100%, on arrête. À quel moment tu as un combattant qui vient te dire ouais en fait je vais arrêter quoi? À quel moment? C'est le coach normalement qui vient arrêter, qui vient dire non on n'est pas à 100%, j'arrête, tu vois? Mhm. Ça va pas ça. Donc pour Et en moi, fait, maintenant que tu le dis, tu vois, il y a j'ai une séquence d'interview du père d'Aspinal en tête où il exprime un peu genre cette difficulté d'être le père de Aspinal et de voir son fils prendre un doigt sur l'œil. Ouais, lui, il ouais, dit dans l'œil. Mais non, mais tu vois, ça corrobore un peu le fait. Et je l'entends clairement en tant que père. Voir ton fils dans cette situation-là, t'as envie de le protéger automatiquement. ouais. Et Et c'est ça voir le ton mot. fils se faire rouler à l'entraînement, tu le protèges. Et je pense Voilà, qu'il a été ouais, protégé exactement. pendant 20 ans peut-être. Et donc c'est pas une critique par rapport à son père parce que limite c'est même un compliment, c'est normal en tant que père, t'as envie de protéger ton enfant, mais par conséquent, le fait de l'avoir protégé, ça l'amène à peut-être effectivement être un peu moins guerrier que certains autres. Et je sais pas si on peut faire d'autres comparaisons parce que c'est pas le seul qui a été vraiment encadré par son père dans son développement martial, mais voilà, ce serait peut-être intéressant de Ça voir s'il y sera a d'autres exemples. intéressant. Après, voilà, tu peux être encadré par ton père, je viens d'en parler, et avoir un père qui est capable de te mettre dans la difficulté. Dans On en a les, ouais. parlé, je pense que c'est pas toujours une bonne idée d'être mis dans la difficulté à l'entraînement. Il faut avoir des espaces où tu es dans une zone de confort, des espaces, voilà. Mais je suis persuadé en plus que Aspinal, bah, une fois qu'il est devenu poids lourd, t'as pas beaucoup de poids lourds, t'as pas beaucoup de gars qui ont été entraînés depuis gamin. Il a toujours été le meilleur de son club. Et ça, c'est vite un problème. C'est très, très vite un problème. Ah ouais, je pense que personne va pouvoir m'argumenter là-dessus en me disant non, t'as tort, tu peux être le meilleur de ton club et oui, il est devenu exceptionnel, mais là, il lui manque ce petit aspect mental où il s'est pas fait rouler à l'entraînement et il a pas mordu sur sa chic. Clairement. Donc ça, il va falloir le travailler sur ce camp parce qu'il va peut-être avoir des rounds difficiles et il pourra pas taper sur une clé de talon de Cyril, je suis désolé. Par contre, s'il rencontre Walter Walker plus tard, là, voilà, on l'entend un peu mieux. On l'entend un peu mieux. Ou sur une Von Flue de Cyril, s'il tape, c'est pas la Von Flue qui passe. Mec, alors j'ai commencé le podcast en disant, tu sais quoi, on va se lisser avec toute notre communauté, on va. Et là, t'es en train de balancer toutes les phrases où on va se faire arracher, mais par tout le monde, les fans de Cyril non, et les. Parce que non, vous savez. Genre, on a été dans le sens de Cyril et puis la Von Flue, bam, ça revient. Les gars, je vous avoue que quand j'ai regardé le combat avec Cyril, je vous avoue que j'étais à fond derrière lui. Avant le combat, et c'est toujours pareil quand le combat commence, voilà. Et Cyril, je l'aime bien, et qui aime bien châtie bien, c'est ce qu'on dit habituellement. Voilà. Ah ben voilà, là, on a gagné des fans. Ok, donc cardio, on en a parlé. Mental, on vient d'en parler. Gros travail. Adaptation, ce qu'il est en train de faire, ça allait pas du tout. Ouais. Aussi simple que ça. Donc il a tout son game plan à refaire. Alors je vais être un peu je vais oser sur le game plan. Je vais pas juste vous dire il faut qu'il cadre, parce que je pense que cadrer Cyril, si c'était si facile, bah tout le monde l'aurait déjà fait, tu vois. Bien sûr. Je me pose la question s'il faut pas être un petit peu révolutionnaire et arriver devant Cyril en gaucher. Je me pose la question si Aspinal doit pas faire tout son camp en gaucher. Bon, attendez, je vais argumenter, hein. Je fais pas ça comme ça au talent, hein. Oui, je suis en train de réfléchir, mais vas-y. Ok. Cyril est passé une fois en droitier. Il s'est fait sanctionner directement avec un calf kick. Ok, je commence à voir la direction que tu prends. En gaucher, a les deux pieds bien alignés pour envoyer ses jabs. Donc son pied avant droit est ultra ouvert au calf kick, qui sont peu exploitables en garde ouverte, pas autant que si tu es en garde fermée. Ensuite, on a parlé... D'ailleurs, le premier combat entre Volkov et Gane prend beaucoup de low kick, avec un Volkov qui, on est en garde ouverte, Volkov qui envoie son bras arrière pour légèrement faire un pas chassé, ce qui simule très légèrement une garde fermée, et ça lui permet d'aller placer son low kick. Ouais, alors j'ai regardé beaucoup de combats, mais en fait, il a affronté aucun gaucher, quoi. Mais en fait, pendant que tu parlais, j'étais en train de réfléchir, c'est qui le dernier gaucher que notre ami Gane a affronté, et j'ai du mal à... Ou alors je vais remonter très loin. Mais et franchement, pour moi, je vous l'ai déjà dit,
c'est simple. Un gaucher, à 80% du temps, il tourne contre des droitiers. Donc, un droitier va être moins expérimenté à affronter un gaucher qu'un gaucher face à un droitier. Premier combat entre Volkov et Gane, 56 low kick sur 62 qui touchent pour Volkov. Il faut regarder ça. Et de tête, la plupart des low kicks de Volkov, c'est vraiment feinte de bras arrière pour déplacer les hanches et faire un pas chassé. Tu te retrouves un peu en square feet, et puis là, tu envoies ton low kick. C'est plus ressemblant à une garde ouverte qu'une garde fermée quand t'es comme ça. Donc, tu viens surprendre, tu lui casses sa jambe avant, et à un moment Aspinall, tu dois être capable de bosser en gaucher. Tu dois être capable. Je pense qu'il est capable de le faire sans problème. Je pense qu'il est capable. Ça vous détruit le mental d'un gaucher de se prendre des calf kicks ou de devoir boxer contre soi-même quasiment, tu vois. Ouais. Meilleure visibilité sur les jabs, entre guillemets. Mm-hmm. Donc là, ça va transformer un petit peu. Il va pouvoir. Et il peut cadrer le gars qui tourne sur la gauche. Ouais, d'autant plus que tu auras un Cyril qui se sera préparé à un droitier et qui aura cette habitude de sortir du côté fermé du droitier qui devient le côté ouvert du gaucher. Voilà. Donc il va arriver, hop, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est gaucher ce type? Il se prend un calf kick, ça fait mal, tu vois. Il veut tourner sur sa droite, il se prend un bras arrière, boum, il se fait cadrer. Et après, j'ai marqué le Diamond Shift, le shift de Dustin Poirier. Hop, il le suit, il feinte son bras arrière, change de garde, il revient dans sa bonne garde et il envoie une droite, tu vois. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Je pense que ça pourrait être, alors, un peu révolutionnaire, je suis pas sûr du tout qu'ils le font, mais en tout cas, c'est moi ce que je proposerais si on était en réunion de game plan Team Aspinall, tu vois. Et là, par contre, il y a une importance sur le combat retour. T'as vu, j'ai bien dit pas la revanche, le combat retour. Ouais. Tu le fais en décembre, peut-être pas le meilleur game plan. Tu le fais en février, ça s'entend clairement. Je vais quand même garder un peu d'estime pour Aspinall. Je pense qu'il est capable de faire ce truc-là demain, même avec un œil. Ok. Ouais. Normalement, il doit être assez ambidextre, je pense. Enfin, il est champion du monde quand même. En tout cas, voilà. Dis-moi ce que vous pensez du game plan. Moi, je trouve ça incroyable. Tu vois, il y a souvent cette question, il y a quand même souvent cette question en MMA de pourquoi on a autant de combattants qui passent d'une garde à l'autre, versus en boxe anglaise où c'est relativement rare, tu vois, en anglaise. Et j'ai souvent entendu cette phrase en boxe anglaise, c'est ça te prend déjà plus d'une vie pour perfectionner une garde. Et donc si tu commences à travailler des 2 gardes en boxe anglaise, en gros tu t'améliores pas suffisamment et tu seras très moyen dans les deux. En gros, comme on dit en MMA, si t'es complet, t'es moyen partout. Donc voilà, étant donné que Aspinall, il a quand même un peu ce côté boxe anglaise, je sais pas à quel point il a travaillé son style en gaucher. Ouais, mais je pense qu'il est capable qu'il a une bonne capacité à apprendre. En tout cas, je pense que et même s'il le fait que sur le premier round, tu vois, il peut casser la dynamique qu'on avait. Ouais. Il peut casser la dynamique, même si c'est pendant la deuxième minute, il peut vraiment casser cette dynamique, casser les appuis, casser le flow tout simplement. Gêner complètement et c'est déjà suffisant. Mettez 2-3 calf kicks sur un gars de profil, je peux vous assurer que ça lui fait pas du bien, quoi. Et tu sais quoi? Il y a, encore une fois, il y a des trucs qui s'alignent comme ça. Nunes contre Pena. Nunes contre Pena. Premier combat, Nunes prend une porte de sortie, il va se laisser étrangler. Hein, là, c'est une porte de sortie, hein, je spécule pas. On est tous d'accord là-dessus. Deuxième combat, elle vient en gauchère. Parce que le jab de Pena l'a fort gêné dans le premier, pendant la durée du combat jusqu'au moment où elle abandonne. Écoute, et elle arrive en gauchère et elle gagne 5 rounds en gauchère contre Pena. Tu me donnes, voilà, c'est bon, ça va, super, merci. Voilà, okay, on donc a ça a déjà été fait, je suis pas fou, il y a rien de révolutionnaire, donc je peux donner ce game plan sans me prendre des trucs sur la tête. Parfait. Toi, on doit parler du côté. Écoute, je crois que j'ai même pas ajouté quoi que ce soit à ça parce que j'aime beaucoup ce que t'as dit, tu vois. Merci. Et honnêtement, moi de mon côté, tu vois, j'avais le côté mitigé. Donc, ce que j'ai vu du premier combat, c'est que Aspinall peut analyser ce qui s'est passé en mode si le combat est trop mesuré, soit je perds, soit je dois faire des ajustements dans un combat mesuré. Soit je décide de pas faire un combat mesuré et je crée du chaos et je rentre en mode Jiri Prochaska. Donc, encore une fois, s'il a pas confiance en son travail sur son cardio, s'il a pas confiance en sa capacité de prendre ses rounds dans une structure de combat mesurée,
tu rentres et tu fais un peu le pile ou face, enfin pile ou face c'est pas le bon mot, mais voilà, tu rentres dedans dans le premier round et tu dis ok j'ai 8 minutes pour gagner comme d'habitude et je dois vraiment forcer cette bagarre et trouver mon ouverture. Ça ce serait l'autre objectif. Et effectivement, l'autre point, je te rejoins, c'est tu dois venir avec une meilleure gestion d'énergie, un très bon cadrage et tu dois pas pousser Gann à faire l'erreur, mais tu dois vraiment trouver les ouvertures toi-même avec les fake entries qui vont beaucoup mieux fonctionner si Gann ne peut pas désengager. Donc tu dois l'empêcher cette option de désengager. C'est à ce moment-là que tu travailles tes fake entries jusqu'au moment où tu lis un pattern qui te permet de trouver ton ouverture. Ouais, bah écoute, grosso modo. Cool. Voilà. Franchement, j'ai pris plus de plaisir. C'est toujours pareil quand tu fais des game plans pour celui qui est entre guillemets l'underdog du combat. Je trouve qu'il y a beaucoup plus à faire, tu vois. C'est plus intéressant. Ouais, clairement. Il y a plusieurs chemins que tu peux prendre et c'est une décision que tu prends en début de camp et que tu travailles sur la durée de ton camp. Du côté de Cyril Gann, là, je pense que ce que tu viens de dire, ça nous indique qu'il n'y a pas grand-chose en soi à ajuster parce que on l'a suffisamment répété. Alors ça aussi, on a reçu en commentaire. Les gens disent la manière dont on parle, c'est comme si Cyril Gann était parti pour un 18 dans le premier round. Alors absolument pas. Absolument pas. Il était très loin du 18. On est bien d'accord. Il était juste bien. Au moment où le combat s'arrête, tu demandes aux 3 juges et à 1000 fans neutres de scorer ces premières 4 minutes. Ouais. Tu auras 1003 réponses identiques, 10-9 Cyril Gann. Ah oui. Mais c'est un moment, on parle de mesure. On n'a jamais dit qu'il allait mettre 18, mais j'entends en plus plein de gens qui disent c'était serré et tout, en mettant les frappes significatives. Ah oui, comme tu dis, pour moi, juge, c'était 19, Cyril, il y avait pas de. Mais même ceux qui étaient pour Aspinal, tu peux pas dire. Il y a rien de honteux. On n'a pas dit qu'il était en train de se faire laver, quoi. Mais non, il était bien dans le combat. C'est vraiment ça qu'on a dit. Il était bien dans le combat. Ça veut pas dire qu'il était en phase de mettre un KO 2 secondes plus tard ou. Et Aspinal était encore très dangereux. Très dangereux. Voilà. Et tu l'as dit un peu plus tôt dans ce podcast. Rien ne nous dit que si il revenait de ce stop après 4 minutes, il allait pas le mettre KO dans les 30 dernières secondes. Hein. C'est totalement une possibilité. Tout à fait. Du coup, du côté de Gann, en gros, pour moi, tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Tu vois, les déplacements étaient au point, la volonté de pas être cadré était au point, le volume était nickel. Tu vois, c'était pas trop de volume qui pouvait l'exposer à des contres, c'était pas trop faible pour laisser trop de temps de réflexion à Aspinal. Il y avait les coups au corps, il y avait le travail de sape en bas, il y avait quelques frappes qui allaient vers la tête, il surengageait pas. Ouais, tout était là. Il y avait de la gestion d'énergie. Pour moi, tout était réuni pour. Écoute, moi j'ai écrit Game Plan 2.0. Je pense que ça, c'est juste le même, mais un peu amélioré. Ok. Donc pour moi, il y avait pas grand-chose à faire. Alors c'est bien que tu parles du volume parce que j'avais pas trop fait attention aux directives qui étaient données par Fernand, mais il demandait de mettre plus de volume encore, de faire encore un peu plus de je sais pas, j'ai cru comprendre genre un peu de truc un peu plus foufou, ou un peu plus de folie ou je sais pas quoi, tu vois. Ah ouais? Ouais, plus de volume et tout. Et je pense que Fernand doit faire un peu plus confiance à la capacité à Cyril de prendre des rounds, quoi. Parce que, comme tu le dis, il n'y avait pas besoin de beaucoup plus de volume pour prendre, et s'il en mettait plus, il s'exposait. Mm-hmm. Donc, je rajouterais bien un point là-dessus, dans le game plan. Alors, je pense qu'il faut aussi rajouter du côté de Fernand d'être capable de voir plus facilement les rounds qui sont pris par son élève. Ah, on revient de nouveau sur ce truc, mais clairement la situation de Ngannou contre Gann, il avait un peu sous-estimé les 2 premiers rounds. Il pensait qu'il y avait, je sais plus c'est lequel, mais il donnait un round à Ngannou, ce qui fait que Cyril est rentré dans le 5e en pensant qu'il devait finaliser, alors qu'il devait juste le prendre. Et là, on se retrouve sur la même fin où il est en train de prendre le round, et comme tu l'as dit, tout le monde voit prendre le round, mais cette inquiétude de s'assurer de le prendre aurait pu exposer Cyril à avoir un peu plus de trucs. Et on a souvent eu ça, hein, des fois où Cyril, il lui demandait d'y aller un peu plus fort pour mettre KO, pour monter plus vite dans les classements des choses, et Cyril qui restait collé un petit peu au game plan pour s'assurer la victoire, tu vois. Donc je pense qu'il y a un petit truc à faire là-dessus. C'est un petit point en plus. Je pense que c'est un bon moment pour, désolé d'interrompre, mais justement, après le combat entre Gann et Ngannou, moi, j'avais fait un post par rapport à ça en posant, voilà, c'est juste poser la réflexion chez les coachs.
tu vois, des fois, t'as des combattants, ils viennent avec 4 coachs. Et t'es là, tu fais, quel est le rôle de ces 4 coachs, tu vois, quoi. J'en avais parlé, je pense, dans une interview avec Nicolas Hott, où c'est important, avant qu'un combat ait lieu, de définir, toi, tu t'occupes de ça, toi, tu t'occupes de ça, toi, tu t'occupes de ça. De temps en temps, t'as un combattant, il vient avec son coach de striking, son coach de lutte, son coach de sol. Eh ben, c'est très facile. C'est debout, le coach de pied-point qui prend la parole, peut-être celui de lutte s'il voit une ouverture, et puis ça va au sol, celui de sol. Mais je me posais la question en me disant, c'est très difficile, et je pense que tous les coachs sont d'accord avec moi. En tout cas, c'est très difficile pour moi. Je pense que c'est très difficile pour toi. Et Nicolas Hott avait dit que c'est difficile pour lui aussi. Quand tu coaches, c'est très difficile de scorer un combat en round en même temps. T'es concentré sur les instructions que tu dois donner. T'es pas spécialement concentré sur, ok, si le round est serré, dans quelle direction ça va. Et c'est un problème qu'on a déjà eu, que ce soit Cyril contre Ngannou, mais il y a plein d'autres coachs qui ont. Il y a un autre coach, je sais plus lequel c'était, mais il a dit c'est ma faute que mon combattant a perdu parce que je lui avais donné une mauvaise instruction sur le scoring entre 2 rounds. Je m'étais dit, si tu as droit à 3 personnes, pourquoi est-ce que tu prends pas 2 personnes qui sont là pour coacher et une personne qui est là pour 2 raisons, le temps et le scoring. Ah ouais. Tu pourrais peut-être même aller plus loin, tu vois. Tu fais un groupe WhatsApp, tu vois. Tu fais un groupe WhatsApp de 10 gars qui regardent le combat et de différents clubs, j'en sais rien, ou d'analystes. Et entre les rounds, le gars, il est à côté, il est avec son téléphone, il reçoit tous les gens qui mettent 19 un tel, truc, tu vois. Et tu as une moyenne et tu sais à peu près. Mais t'as quand même deux situations pour moi, tu vois. C'est important de connaître le scoring. Quoi ça? Ouais, t'as le droit. Sur les cordes, oui, de bien cage. sûr. Ouais, bien sûr. Mais par contre, il y a pour moi, il y a l'entre-round où tu dois donner l'instruction, genre, tu l'as, l'autre là, ou un certain. Mais t'as aussi, genre, il reste 1 minute ou 30 secondes dans le round. Est-ce qu'il faut accélérer ou pas? Est-ce qu'on a du retard ou est-ce qu'on doit temporiser? Et donc là, par groupe WhatsApp, c'est plus compliqué. Je préfère moi après, la personne qui est sur place, il score lui-même et puis il regarde vite fait ce qu'on lui dit, tu vois. C'est une possibilité. Tu peux faire les deux. Tu as quelqu'un qui surveille, qui dit voilà, etc. Tu vois. Et puis après, tu peux avoir entre 2 rounds, t'arrives, tu te dis ouais, 80% de chance, tu as le premier round, tu vois. Imaginons que t'as 10 gars et t'en as 8 qui scorent, et d'autres qui disent un certain. T'arrives, tu dis 80% de chance, le round est à toi. Ou 60% de chance, le round est à l'autre, tu vois. Ouais. Ça te donne des vraies indications, quoi. Ouais, parce que au final, le but d'un corner, d'un coin, c'est d'avoir des personnes qui sont là pour amplifier les chances de victoire. Et sur les combats qui vont à la décision, savoir où tu en es, c'est quelque chose qui va te permettre d'adapter ton jeu pour pouvoir assurer une victoire ou aller la décrocher. Mais si, entre 2 rounds, entre le 2e et le 3e, ou entre le 3e et le 4e même, si c'est 3-0, si c'est 2-1, c'est pas la même chose quand tu abordes un combat pour le titre. Si t'es pas au courant du scoring, ou si on te donne le mauvais scoring, ça change beaucoup plus qu'une instruction à la moitié du combat oral, mais plus de jab, tu vois. Ça a plus d'impact de connaître le scoring que d'avoir un coach mais plus de jab, tu vois. Donc il y a une vraie importance là-dedans, et donc je profite de ce moment pour reposer ça. Tous les coachs et les combattants qui nous écoutent, quand vous faites votre sélection de coach, pensez peut-être de temps en temps à avoir quelqu'un qui est focus scoring plutôt que quelqu'un qui est focus leg lock, tu vois. J'exagère évidemment, mais t'as 100% raison, et surtout à ce niveau-là, surtout avec les moyens qu'ils ont, je te rejoins 100%. C'est extrêmement compliqué enfin pas tout le temps, mais de scorer des rounds quand c'est relativement serré. Si t'as les moyens, un qui le long du combat reste le plus attentif possible pour essayer de donner des indications. Si c'est serré, effectivement, tu peux demander plus de volume et tout. Si tu te dis non, il vient de lui péter le nez, il touche sans être touché, là pour l'instant il est vraiment bien, il prend son premier round. Et entre 2 rounds, d'avoir une équipe qui t'envoie les résultats, une équipe neutre entre guillemets, qui te donne un petit peu son scoring vu de la télé, bien évidemment. C'est un des problèmes, mais vu de la télé, tu peux avoir ça. Et franchement, je pense que ça peut changer. Tu vois, c'est des tout petits détails, mais à ce niveau-là, tous les détails sont importants. Voilà, c'est ça. Chaque détail peut avoir un énorme impact. Ouais. Donc ça, c'est bien en plus qu'on puisse discuter sur le game plan, que ça se fait pas tout seul. Il n'y a pas que ce que doit faire Cyril, il y a aussi le camp. Je sais que Fernand avait aussi travaillé avec un préparateur mental à un moment donné. Il n'y avait pas que et donc il avait aussi l'effort sur la communication verbale, il en avait parlé, je trouvais ça très très intéressant. Donc là aussi ça peut être un point assez important.
Sur Cyril, par contre, moi je pense que on a parlé du mental, que je pense à Espinal facilement. Je pense il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc je pense qu'il doit continuer à le frustrer. On a parlé du cardio. Je pense qu'il peut continuer à le fatiguer. Je crois que le travail de jab était excellent et je crois que la stratégie de pas utiliser ses armes arrière était excellente aussi. Ouais. Sauf le middle kick. Ah, écoute, le doigt serait là, comme ça, on parlerait. Ouais, non, c'est clair. En tout cas, il l'a envoyé, mais il n'était pas surengagé parce qu'il était directement prêt à défendre et la distance. Non, il a vraiment envoyé ce middle kick en mode je l'envoie, je rapatrie ma jambe. C'est comme ça qu'il l'envoie. Oui, parce qu'il n'était pas à distance par contre. Hein. Clairement, son middle kick était au moment où, alors je me rappelle plus exactement, mais où Aspinall envoyait un kick aussi peut-être ou. Ouais, c'est vraiment les situations un peu bizarres où il y a une action simultanée et ça donne un schmilblick qu'il faut regarder au ralenti pour comprendre. Mais le ralenti qu'on a regardé était pas pour ce qui se passait au niveau des jambes, mais ce qui se passait au niveau des mains. Donc voilà, j'ai pas. Je vais parler peut-être d'une technique que j'aime particulièrement bien, qui pourrait être pas mal adaptée pour Cyril, c'est le 2-1, le cross jab tout simplement. Donc quand t'as quelqu'un qui est un peu attentif à ce que t'envoies ton bras arrière pour passer en dessous et glisser, boum, tu vois, ça te permet d'armer comme ça. Tu feintes ton 2 et après tu rentres avec ton 1. J'aime beaucoup celle-là et alors ça me fait pour l'instant je fais des refs à des vieux combats, elle a rien à voir. Ça me fait penser au combat entre Carlos Condit et Thiago Alves. Le 2 et coude lead elbow. Donc quand il vient saisir et frapper. Ah non. Non, il envoie son 2 et puis c'est son bras avant qui vient à la place du jab, c'est un coude et en collision. Splendide. Après c'est Carlos Condit, mais au final quand tu réfléchis, ouais, je pense que Gane peut s'inspirer de certaines combinaisons de Carlos Condit sur la mobilité et tout. Et donc quand tu me parles de 2-1 face à quelqu'un qui fait des fake entries et qui est beaucoup aussi en in and out, très ancré dans le sol. Ouais, c'est cette petite stratégie de feinter le 2 ou d'envoyer vraiment le 2 pour aller placer le coude avant plutôt que le jab. Ouais, moi je pense que le 2-1 c'est bien parce qu'il veut rester à distance, que si on a un Zen Aspinall qui espère ce 2 pour esquiver sur des gardes ouvertes, ce genre de choses, c'est incroyable. Hein. Le bras arrière en feinte, en garde ouverte, pour le high kick, c'est le plus connu, hein, tu feintes ton bras arrière pour ton high kick. Magnifique. Mais alors le 2, pour le 3, c'est un classique aussi en garde ouverte. Le crochet avant sur de la garde ouverte, c'est incroyable. Mais alors, longue distance, le 2-1, vu comment son jab passait très très bien sur Aspinall, je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Voilà. Nice. Voilà, je pense qu'on est assez alignés. Donc, pour résumer, Gane, c'est pas un nouveau game plan. Autant du côté de Aspinall, c'est complètement revoir son game plan. Autant du côté de Gane, c'est on maximise, c'est même pas modifier le bon mot, c'est vraiment juste toutes les armes que j'ai utilisées, je continue à les utiliser, mais avec quelques variations. On va dire ça, c'est une variation. Voilà. Ok, bon, je pense que tout le monde a notre vision complète de ce qu'on pense de ce combat retour entre Aspinall et Gane. En termes de timing, on espère tous que ça puisse être sur la carte de décembre. Je sais pas s'il pourrait rajouter un nouveau main event, mais ce qui semble le plus probable, ce serait premier main event Paramount. Le contre-argument, c'est potentiellement qu'il y a quelque chose avec Topuria qui se fait en backstage et du coup la place est déjà prise. Et donc je pense que le plus tard possible, c'est février. Mais en fait, quand il pense février, c'est quand même loin pour deux gars qui devraient se rencontrer au plus vite. Donc moi, j'espère décembre, janvier. Il y a une vraie probabilité pour que ce soit plutôt le main event du numéroté de février. T'imagines, il le passe en main event ce week-end. Ce week-end, non, c'est pas possible, mais... Pour les sanctionner, pour les punir tous les deux. Aspinall, t'as rien, c'est bon, tu combats. Je pense que il y a une toute petite porte ouverte à décembre, à novembre avec New York, mais si voilà, 1% de chance quoi. Bon, on a mis presque une heure à discuter de ce combat. On va vite avancer. Abirora contre Jousset, t'en penses quoi? Je suis encore c'est cool, franchement c'est cool. C'est couillu de la part de Abiroa parce que c'est la catégorie supérieure quand même encore, hein, faut le rappeler. De nouveau, 2 fois d'affilée, deux fois d'affilée. Là, on va commencer à se poser tout doucement la question de est-ce qu'il est pas parti pour continuer en welterweight? Écoute,
Il fait 2 combats d'affilée, c'est des combats sérieux, c'est des combats où bah t'as envie d'avoir ton poids et de faire un cut et tout. Donc est-ce qu'à un moment tu enchaînes les combats en welterweight, est-ce qu'il sera encore capable de descendre en lightweight, d'autant plus qu'il est encore très jeune, donc la maturité physique qu'il prend maintenant va apporter des complexités plus tard à redescendre chez les lightweight, je pense. Donc peut-être que c'est sa nouvelle catégorie de poids. Il n'y a pas eu de communication dessus, mais je me pose la question. Moi je pense quand il était chez nous, il était à 77, 77, 80. Il a fait sa carrière amateur en 77. Mais on sait très bien, quand tu fais ta ta carrière amateur dans une division, en général, tu descends d'une division en pro. Et donc là, il revient dans ce qu'il a fait sur sa carrière amateur. Pour moi, il était à 80 tous les jours et en faisant un peu attention. Et donc, 80 tous les jours en faisant un peu attention, c'est des gros régimes pour descendre à 70 kilos en lightweight. Pour moi, c'est ce qui manque, hein, clairement, la catégorie des super lightweight, 74. Ouais, je sais, 74. C'est vraiment la catégorie qui manque, et pour moi, c'est un vrai super lightweight, tu vois. Mais j'ai toujours pensé il était jeune et qu'il avait encore du muscle à faire, et que oui, effectivement, welterweight, ça pourrait être une caté. C'est un striker. On a vu la vitesse à laquelle il était capable d'envoyer ses kicks au dernier combat, la vitesse de déplacement. Ouais. Donc d'être pas si lourd que ça, c'est pas déconnant non plus. Donc je vais faire confiance à son équipe, à ses managers, et je pense que ça sera pas trop un problème. Le poids, hein, seulement. L'adversaire, c'est... Ouais, c'est un autre sujet. Et il y a un dernier sujet, c'était voilà, il parlait quand même pas mal de ses blessures après sa victoire au PFL Bruxelles. Et même en story, j'ai l'impression qu'il avait à un moment dit vous me reverrez pas avant 2026. Et donc je me pose la question de si le combat n'a pas été accepté peut-être tôt par rapport à la revalidation. Alors peut-être que ça va plus vite que voilà que initialement prévu, ce qui arrive très souvent avec les athlètes élites qui ont un gros mental. Donc voilà, là aussi je pense qu'il faut faire confiance au management, mais ça laisse un facteur X pour moi. Est-ce que c'est pas trop tôt et est-ce que ça n'a pas été signé parce que ça représentait peut-être une opportunité pour eux, enfin ce qu'ils voyaient ce qu'ils percevaient comme une opportunité. Donc maintenant effectivement sur le combat, personnellement, juste sur la blessure, il a partagé une vidéo hier, hein, sur ses réseaux où il dit qu'il est à 100%, tout est soigné, que toutes les blessures sont ok. Ouais. Donc bon, il semblerait, on va voir. Donc sur le combat en lui-même, moi personnellement, ça me paraît assez clair. Il faut aborder ça comme une opposition de style. Comment ça? Je pense que Patrick est meilleur debout. Ah ok, ah oui. Ouais, bah écoute, je pense qu'on en a souvent parlé, hein, Kevin Jousset, on aimerait pouvoir le voir plus exploiter son judo et laisser un petit peu le striking, ce qui lui a un peu fait défaut sur ses derniers combats. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il va le faire? Je suis pas sûr. Ouais, écoute, moi je vais être un peu cru là-dessus, mais je pense que ouais, s'il reste debout, il se fait défoncer. Ah ouais, c'est par cru. contre, par contre, je pense que s'il vient pour lutter, pour aller au clinch, pour chercher à amener au sol, il y a vraiment quelque chose à faire. Ah oui, bah, je pense. De toute façon, ça change pas ce qu'on a toujours pensé sur Kevin Jousset, qu'il devait un peu, je vais pas dire laisser tomber son striking, mais voilà, revenir un petit peu à ses forces. Ouais. Écoute, moi je pense aussi comme toi qu'il va pas le faire et qu'il va vouloir striker et que ça va être très compliqué pour lui. Et je pense que c'est aussi pour cette raison qu'ils ont pris le combat, dans le sens où on se dit tous que ça va être vraiment vraiment serré pour non, ça va être un combat très difficile pour Arbirora, que c'est trop tôt, etc. Mais je suis pas sûr. Les styles font les combats en vrai. Donc par rapport à l'expérience de Kevin Jousset et celle de Avirora, tu peux dire ouais, ok, c'est un combat compliqué. Jousset, il est passé par l'UFC, il a pris ses 2 victoires à l'UFC, donc il a un peu ce calibre là. C'est la division au-dessus. Encore une fois, je sais pas à quel point on peut dire vraiment encore aujourd'hui c'est la division au-dessus, alors que Patrick vient de faire son dernier combat dans cette division là. Il commence à construire le physique pour. Il y a plusieurs facteurs X, et il y a un facteur X auquel il faut aussi parler, c'est que Patrick Abiroa était passé chez Aldric Cassata pour s'entraîner plusieurs semaines, il y a 2 ans je pense, et donc Aldric a aussi une bonne vision en dehors de, donc
Aldric peut analyser ce que Patrick est capable de faire dans la cage, mais il a aussi vu ce que ça donne à l'entraînement. Je pense que Patrick et Axel ont beaucoup tourné ensemble. Et donc voilà, c'est des petits éléments que lui a. Donc à voir comment il mélange tout ça pour venir avec une stratégie, tu vois. Mais oui. Parce que tu penses que Kevin, il va faire son camp chez Aldric? Bah, il vit à Nice maintenant. Il est plus en Australie. Hein. Oui. Je pense que c'est officiel. Il a posé bagage chez Aldric. Donc là, on. Ah bah écoute, dans ce cas-là, oui, t'as raison. Ça pourrait être une opposition de style. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Oui, clairement. Dans ce cas-là, oui. S'il est chez Aldric et que il y a des informations, peut-être que il va vraiment se dire, que Aldric va être capable de lui dire non, tu viens pour le lutter, pour le mettre au sol, pour le taper et pas pour le boxer. Alors, j'ai été assez cru, maintenant je vais faire le gros bâtard. Unibet.fr t'appelle. Tu donnes quoi comme code de Paris? Mouille-toi. C'est bon, on est dans l'épisode où, de toute façon, voilà. Vu la dynamique de Patrick, vu ce qu'il a proposé au dernier combat, où je pensais que ça serait un peu plus serré, et l'aura qu'il y avait, tu vois, dans sa manière de combattre, malgré les blessures, malgré le stress, je mettrais quand même un 60-40 sur le combat. Pour Patrick, je le vois favori, je le vois pas lourd favori. Donc voilà, 60-40, ça reste quand même... tu peux faire vite passer la balance d'un côté comme de l'autre, mais je le vois quand même favori. Ouais. Écoute, moi j'avais entre 55-45 et 60-40 en tête. Donc voilà, ça reste respectueux envers les deux. Mais ouais, quand le combat a été annoncé, j'ai fait la même réflexion que tout le monde, je pense. Genre, chaud pour Patrick. Et après, j'ai réfléchi et j'ai fait, en fait, pas tant que ça en termes de style. Ouais. Et donc voilà. Alors, il nous reste à discuter de la superbe Fight Night de ce week-end. Franchement, Merci. C'est chaud, mon gars. C'est chaud. Merci que ce soit juste un top 3. ouais, donc là, on s'est alignés, les gars. On va faire un top 3. Honnêtement, j'aime bien mon top 3. Je suis assez motivé par les 3 combats. Après, c'est pas ce qui va me faire me lever en plein milieu de la nuit. Hein. Je vais les récupérer dimanche matin tranquille. Ouais. Mais voilà, je pense d'ailleurs qu'on va avoir les 3 mêmes, peut-être pas dans le même ordre. C'est quoi ton numéro 3? Ouais, j'aurais pu faire un top 2, pour être honnête avec vous. Mon numéro 3, c'est Garcia Onama. Ah ouais, donc le main event est en numéro 3. Bah, franchement, j'ai failli ne pas... Ouais, ok. T'as failli pas le mettre? J'ai failli pas le mettre Chez moi, il est 1. Mais... Ah oui. Ok. Mais c'est pour Garcia. Je pense que Garcia, il a peut-être quelque chose à proposer. Le fait de le voir sur 5 rounds maintenant. Et Onama, il a déjà fait des sales guerres. Donc voilà, c'est plus l'attente à la fois du divertissement potentiel de ce combat et d'avoir potentiellement un Garcia qui peut proposer quelque chose de nouveau dans ce top 10 de la division. Parce qu'en cas de victoire, il va vachement s'en rapprocher. Il aura probablement un top 10 derrière. Donc, moi, c'est mon numéro 1. On va faire dans un ordre différent. Je vous avoue que j'ai pas fait du tout sur le plan sportif. J'ai fait vraiment sur mes intérêts, celui que je regardais, etc., quoi. Ok, donc moi mon numéro 3, c'est mon 1, ce sera un peu dans le désordre, désolé Thomas pour le montage, tu vas devoir t'organiser. Mon numéro 3 c'est Isaac Dulgarian contre Yadier Delval. Ouais, ça c'est mon numéro 1. Ok, je me doutais que ça allait de ton 1 parce que tu avais déjà cité Isaac Dulgarian comme quelqu'un que tu aimais bien, qui combat très très bien. Et je pense que le Yadier Delval, c'est un gars qui est invaincu, il a une belle victoire au Dana White Contender Series. Il a une soumission contre Conor Matthews dans ses débuts à l'UFC. Moi, c'est intéressant. J'ai noté 4 choses sur le combat qu'il a fait contre Matthews. C'est, 1, il est gaucher. Il travaille très très bien en gaucher. 2, il place une petite saisie à la Doumbé, là, tu vois, où il récupère la jambe. Ouais. J'adore cette saisie-là. Et il met au sol. 3, il sort il se relève comme ça, il sort à la Marcelo Garcia, tu sais, en faisant des grands pas en arrière pour pas se faire saisir les pieds. Ouais. Ça, j'ai kiffé. 4, il passe et il grapple avec du grand handpan jusqu'à trouver la soumission. Et alors incroyable. Donc plus, j'ai regardé son combat d'office parce que dans le petit laps de temps, il y avait vraiment des trucs qui me font dire il y a du niveau, il y a de la technique, c'est propre, c'est les bons choix, mais c'est très très intéressant. Et donc voilà. Ok, et donc là vraiment c'est pas un des deux qui nous intéresse, c'est les deux du coup. Oui, parce que Dulgarian, la lutte elle est folle aussi. J'aime beaucoup sa manière de lutter. C'est un combattant que je trouve moins sympathique. Enfin, je pense que je trouverais moins sympathique que Yadir Delva parce qu'il est un peu moins complet. Mais sa lutte, elle est dingue, quoi. Ouais.
Et en numéro 2, je pense qu'on sera peut-être différent. Peut-être dans les 2 divisions de poids opposées. Est-ce que tu es chez les lourds ou tu es chez les flyweight? Chez les lourds. Ok, bah alors on est aux divisions de poids opposées. Donc toi c'est le coming event, c'est Ante Delija contre Waldo Costa, c'est ça. J'oublie leur nom. Waldo Cortés Acosta. Waldo Cortés Acosta. Bon, c'est surtout pour Ante Delija que ça m'intéresse. Écoute, moins de 2 mois pour un combat. Bah, il est sorti sans bobo de ses débuts. Poids lourd, ça cut pas, donc voilà. J'aime bien quand les poids lourds sont assez actifs. On a besoin de ça. J'aurais pu marquer cet intérêt, mais franchement, après ce qui s'est passé sur ce week-end là entre Almeida et Volkov, je dis les lourds, ça, je m'en écarte un peu et je reviens sur mon. Ok, t'as toujours espoir. Ouais, moi, je reviens sur mon amour du moment, tu vois, les flyweights, c'est un peu ma petite division de cœur en ce moment. Donc, il y a Rafael Estevam contre Alan Nascimento. Et donc, j'aime bien les deux pour plusieurs raisons. Donc, on a d'un côté Estevam qui a une victoire contre Charles Johnson, ce que je trouve très, très impressionnant. Et du côté de Nascimento, on est aussi sur une belle série de victoires, notamment contre Jake Adzeli, qu'on suivait pas mal quand il était... Ah, mais attends, la carte a changé. Oh, sa race. Estevam est pas... J'ai regardé hier soir. Estevam a été remplacé par Cody Durden. Ah. C'est pas mal aussi. Voilà. Et Alan Nascimento a gagné aussi contre Jafel Filio, qu'on avait bien apprécié dans sa victoire contre Clayton Carpenter en octobre. Donc, ouais, je sais pas. Du coup, mon 2, c'est Isaac Dulgarian contre Yadir Delval et Alan Nascimento contre Cody Durden passe en 3. Et ça reste devant les poids lourds. Voilà. Ok. Bah écoute, ouais, la carte, voilà, elle est pas ouf. Hein. Mais bon, après, voilà, à chaque fois qu'on a un UFC Fight Night qui semble pas terrible, on a des trucs de dingue, donc bon, on fera dimanche matin, peut-être que. Voilà, on verra ce qui sort du lot. Mais c'est vraiment pas le genre de carte où je coupe mon téléphone pour pas avoir les résultats et je regarde un combat à la fois. J'ai un peu regardé ce qu'ils disent sur Twitter. Je vais être honnête, hein, je suis devenu ce genre de fan. Je regarde ce qu'ils disent sur Twitter et puis si je vois qu'il y a des trucs un peu d'exception, bah je me pose dessus, quoi. Et puis je vais un peu aller sur UFC Stats aussi, et si je vois un combat sur 3 rounds où les deux se sont échangés plus de 100 frappes mutuellement, je vais aller le regarder aussi, tu vois. Je deviens un petit casu. On a été long. Brian, un tout grand merci. Merci à ton 4G aussi qui a tenu le coup jusqu'au bout. Ouais, c'est clair. Bon, allez. Les amis, merci. À bientôt. Ciao. Ouais, ciao. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire. Rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.